Tout le monde, bienvenue à. On va appeler ça comment, ça, Pat? On va appeler ça les midis QR triathlon. J'ai même fait un petit. On boit de l'eau, là. Ah ouais, là, je ne bois pas de la bière comme d'autres fois, là, ça n'a pas marché. Mais là, ça va être épisode 001, en tout cas, épisode 1, parce que ça va être la première fois qu'on va mettre ça vraiment sur YouTube public. Fait que tous les gens vont pouvoir en profiter. Fait que mon nom est Pierre Zwartman et je suis entraîneur du Club Orange et je suis avec Beauregard. Pat, mon chum Pat. Fait que ceux-là qui n'ont pas écouté la dernière fois, Pat, ça fait longtemps qu'il fait du triathlon. Puis comme j'ai dit la dernière fois, vous savez que quelqu'un a fait longtemps qu'il fait du triathlon quand tu as des photos de lui en speedo. Et on va répondre à toutes vos questions. Ça se peut qu'on ait des gens qui pop à un moment donné dans le feed. Fait qu'on va leur démuter. Puis si on a des questions, ils peuvent les poser. Bien content de te voir aujourd'hui. On est quand même encore en hiver. Là. Fait que si vous écoutez ça l'été, on a une belle lumière d'hiver qui rentre. On a plusieurs questions à répondre. On va tout de suite partir là, avec la première question. C'est une question d'une athlète qui, justement, a la misère à jongler le travail, la famille, puis l'entraînement. Puis elle a dit, il faut vraiment que je fasse de quoi? Comment je peux faire pour faire en sorte que je m'entraîne assez régulièrement? Toi, as-tu des pensées là-dessus, Pat? C'est très large comme sujet. Hein? On a chacun notre recette. Premièrement, faut essayer de bouger un petit peu à tous les jours. Il ne faut pas attendre d'avoir un 2 heures ou une heure pour faire quelque chose. Si on a un 20 minutes, une demi-heure, mais à la fin de la semaine, toutes ces demi-heures-là, ces 20 minutes-là s'accumulent. C'est mieux que faire une demi-heure que faire zéro. Là. Si tu attends tout le temps d'avoir la plage horaire parfaite, mais tu vas attendre longtemps. Ah oui, exactement. Mais tu sais, moi, je dis aux gens de mettre ça comme priorité. Je sais que les gens disent, oui, mais ma priorité, c'est ma famille, puis mon travail. Je suis d'accord. Mais quand tu es en forme, es-tu d'accord avec moi quand tu es en forme que C'est plus performant. ouais, tu es plus performant au travail, tu as plus d'énergie pour tes enfants. Il y a une différence entre le surentraînement puis l'entraînement. Moi, je dirais à la personne qui a posé la question, là, mais ça dans votre agenda. De toute façon, la plupart des gens aujourd'hui contrôlent leur agenda. De plus en plus. Il y a des gens qui travaillent de soir, de jour. Il y a des gens qui travaillent avec des horaires qui ne sont pas fixes maintenant. Dans le fond, mettre une priorité là-dessus, mets ça dans ton agenda. Moi, je pars ça le matin. C'est mieux pour moi. Si je passe ça le matin, ben là, la culpabilité est complètement enlevée pour le restant de la journée. Puis là, on passe ça, puis c'est parfait. OK. Donc, là, on va avec nos questions. Les gens font-ils pipi sur eux-mêmes quand ils font un triathlon? Qu'est-ce que tu en penses? Écoute, ça fait déjà plusieurs années qu'elle nous a été posée cette question-là pour un Oui, Ironman. oui, un fameux Ironman. Est-ce que je devrais? Puis là, on lui disait non, non, tu ne devrais pas. Puis surtout que tu faisais un Ironman. Puis tu te rappelles ce qui t'est arrivé après? Oui, ben, on y avait dit que les pros faisaient pipi sur eux autres en vélo. Donc, lui, il s'est considéré comme un pro. Il a fait pipi sur lui en vélo. Il est devenu tout irrité à la course à pied. Sa blonde était bien en maudit le lendemain parce qu'elle a dit avec cul comme un babouin. Tout rouge. Fait que, si la course est vraiment, vraiment courte, là, peut-être tu peux te le permettre, mais en fait, c'est complètement illégal à cette heure de faire ça. Hein. Toutes les courses ont mis des affaires des règlements pour dire, écoute, il y a des toilettes pour ça. Il y a des places pour arrêter puis faire pipi. Si c'est une course très courte, ben là, retiens-toi. Mais si c'est une course très longue, ben justement, vous vous arrêtez. Mais on sue beaucoup. En principe, là, écoute, moi, j'ai déjà fait des très longues courses, puis j'avais pas envie pendant la course. Si tu bois trop, mais là, ça se peut que ça arrive. Mais si tu bois normalement, tu es correct. Pourquoi que j'ai peur de l'eau libre?
Moi, je vais aller avec un. Premièrement, les gens, ils imaginent que les poissons qui sont dans l'eau vont aller sur eux. Il y a comme une espèce de, tu sais, l'imagination là, qui... Ça, c'est un. T'en as-tu un autre? Ben, comme tu dis, des poissons, il y a du monde parce qu'ils ne voient pas le fond. Il y a comme les deux genres de personnes, là. Ceux qui voient le fond, mais ils voient les poissons parce qu'ils ont peur. Ceux qui ne voient pas le fond, ben, ils imaginent qu'il y a des poissons. Exactement. Des gros poissons. Exactement. Puis là, il y a le perte de point de repère. Fait que là, dans une piscine, il y a une ligne, il y a des murs, l'eau est transparente, il y a un perte de point de repère. Comme dans n'importe quoi, pratiquer, c'est très important. C'est sûr que si on ajoute les vagues en plus, hein, surtout on a eu des vagues énormes au Maine une année, puis comme moi qui est un excellent nageur, puis je suis un surfeur, puis j'étais quasiment content. C'était quelque chose. Ça brassait beaucoup. Puis j'imaginais les gens qui avaient plus de difficultés. Je me disais, hey, il va y avoir des gens qui vont sortir. Mais ça fait partie de la pratique de la natation. Lancez-vous en eau libre le plus La possible. température de l'eau aussi, c'est trop froid. Oui, oui, très bon point. Excellent. Pourquoi les gens courent pour sauter sur leur vélo? Tu sais, il y a personne qui dit, ben là, je comprends pas. Là, je vois des gens sortir de la zone de transition, puis là, ils sautent sur leur vélo, puis là, c'est quoi, là? C'est-tu comme des anciens, des anciens employés du Cirque du Soleil, ils comprennent pas, ils pensent qu'eux, ils ont quelque chose qu'eux, ils peuvent pas avoir. Ben, je pense que chacun son style pour embarquer sur le vélo. Ceux qui sautent sur le vélo, c'est parce qu'ils l'ont déjà pratiqué, mais des fois, si tu sautes trop, mais tu peux te faire mal quand tu atterris pas à la bonne place sur le vélo aussi. C'est une question de timing. Mais habituellement, surtout les longues distances, tu prends ton temps, tu cours avec ton vélo, tu mets ton pied sur ta pédale ou ton soulier, puis tu enfourches ton vélo. Puis il y en a qui arrêtent complètement le vélo, ils embarquent sur le vélo. Il y a différents styles. Là. Il y a tous les genres. Mm. Exactement. Puis ça fait partie, comme tu dis, les habiletés. Le plus que tu deviens habile, le plus que ces choses-là peuvent faire. Si jamais vous avez des questions, démutez-vous, puis n'hésitez pas de nous interrompre. Quelqu'un qui a une question? Pas pour l'instant. OK. Comment je peux trouver mon vélo facilement dans la zone de transition? Il y en a qui mettent des genres de petits foulards après le rack à vélo. J'ai déjà vu quelqu'un qui a mis une balloune. Je ne sais pas si c'est légal, là, mais j'ai déjà On vu ne peut quelqu'un qui a plus mis faire ça. ça. Hein. Avant, on pouvait attacher des choses. En tout cas, Triathlon Québec le laisse pas faire. Peut-être que d'autres fédérations le font, mais on ne peut plus mettre justement des ballons puis des toutous. Puis... Tu peux faire de quoi sur ton vélo, mais tu ne peux pas mettre quelque chose qui est vraiment dans les airs. Ça fait partie des points de repère. Là, quand que toute ta transition est prête, tu es supposé d'aller faire le tour de la zone de transition. Et où la sortie de l'eau? Et où la sortie de vélo? L'entrée de vélo? Que quand tu sors de l'eau, tu simules quand tu te rends à ton vélo, que tu as des points de repère. Ça peut être un lampadaire, ça peut être un poteau, un pignon d'église, ça peut être n'importe quoi, mais tu essaies d'avoir le même point de repère, ça aide beaucoup. Puis ensuite, mais c'est la même chose quand tu reviens de ton vélo, mais tu simules, tu regardes à sens inverse que ton point de repère. C'est quelque chose que tu t'apprends vite. Hein? Oui. La première fois que tu oublies, là, puis j'ai déjà vu des gens circuler dans la transition qui perdaient une minute ou deux à chercher leur vélo pendant que leur famille les crie après. J'essaie de mettre mon tapis de transition est comme orange, fait que tu essaies de mettre quelque chose de différent à terre. Parce que des fois, tu regardes tu regardes dans les airs, mais à un moment donné, tu regardes à terre, puis là, mais tu passes comme tout droit. Tandis que quand tu as une couleur qui t'attire, que c'est ta couleur à toi, mais on dirait que ça t'attire plus. Mm. C'est mieux de mettre beaucoup de repères que pas assez. Oui. Pourquoi j'ai mal au ventre en compétition? Bien, il y en a qui essaient des nouvelles choses en compétition. Des nouvelles potions magiques ou des nouvelles barres, quoi que ce soit. Des fois, la saveur de la fin de semaine, un nouveau produit qui est dans les kiosques avant la race, puis tu sais, ça va être magique. Ça se peut que ça ne passe pas. Il y a des grosses chances que ça ne passe pas. Surtout si tu ne l'as pas essayé avant. Il y a le facteur stress. Le facteur stress, ça joue pour beaucoup.
Puis il y a les pulses aussi. Tu sais, racer les pulses à 90% versus s'entraîner à 75%, ça ne digère pas pareil. Là. C'est vraiment pas pareil. L'eau du lac. L'eau du lac. On en avale plus d'eau qu'on pense. Les gens ils disent tu sais, ils sortent de l'eau, ils disent j'ai avalé la moitié du lac. Même les très bons nageurs avalent l'eau du lac. On recommande toujours aux gens, avant de commencer à prendre des sucres sur le vélo, d'attendre à peu près un 10 au moins 20 minutes avant de commencer à prendre des sucres. Fait que le plus courte la distance, le moins qu'on a besoin finalement de sucre sur notre vélo. Plus longue distance, mais là, on a besoin, mais peut-être attendre un peu avant de digérer. Puis les gens ont tendance à prendre des nouvelles choses, comme tu as dit, Patrick, mais aussi trop de choses. Tout d'un coup, ils sont en compétition puis ils disent là, j'ai besoin de toute l'affaire. Justement, Manon, on va te réinviter là, parce que on parlait on va avoir une question de nutrition tantôt qu'on ne répondra pas. Quelqu'un, Patrick Guy, qui a demandé la question nutrition où, quand et comment. Fait qu'on va dire que c'est très, très large. Fait qu'on fera un autre. On t'invitera aussi. Puis on va avoir un podcast avec Manon bientôt qui va sortir. On enregistre le 7 mars. Puis on va parler justement de nutrition probiotique surtout. Mais on va pouvoir l'inviter pour faire un petit. Je ne sais pas si elle veut être à la caméra, mais on va lui demander. Une autre question. Est-ce que je peux nager autre chose que le crawl? Moi, j'adore cette question-là parce que moi, qu'est-ce que j'aime beaucoup, là, c'est de voir les gens qui se initient au triathlon pour les premières fois. Ils se retiennent pour poser des questions, mais tu sais, c'est sûr que c'est beaucoup, hein, le triathlon. Il y a la natation, il y a la transition. Le sac de sport est incroyable, sans arrêt. Il y a tellement de choses. Fait que moi, j'adore cette question-là parce que c'est une question que nous, on prendrait pour acquis. Ouais, on sait nager le crawl. Jamais que je me dirais, ouais, je vais peut-être nager autre chose que le crawl parce que quand on nage bien le crawl, ben, c'est le style le plus rapide. Mais il n'y a rien qui vous empêche de nager n'importe comment. Vous êtes libre de faire ça. Puis même, c'est recommandé, si jamais vous avez peur, apprenez à nager la brasse ou le dos. Ou comme quelqu'un a dit, la marinière, je peux-tu faire la marinière ou d'autres choses? Oui, parce que ça peut vous calmer. OK? Il y a du monde qui nage sur le dos pour se calmer. Oui. On en croise des fois qui nagent sur le dos. La brasse, mais ça aide un peu quand tu n'as pas pratiqué à nager le crawl, la tête dans les airs, mais la brasse, ça peut t'aider à t'orienter. Sauf que ça casse le B2 aussi. Oui, exactement. Fait que c'est important de savoir que vous pouvez changer votre style de nage. Qu'est-ce qui arrive si j'ai besoin d'aller aux toilettes? On a répondu ça à la première question. Dans le fond, il y a tous les compétitions à cette heure ont des porta potty, des endroits portatifs pour qu'on puisse aller aux toilettes. Et en plus, ça fait partie des règles. Tu ne peux pas arriver sur le bord d'une route puis commencer à décider, mais on s'en va aux toilettes. Là, ça ne se fait plus, ça se faisait avant. Mais il y a eu justement des plaintes des gens, des citoyens de la ville, puis tout ça, puis c'est par respect pour les gens. Puis ça, on pourrait en parler avec la nutrition, à savoir comment on peut faire en sorte pour balancer les liquides, pour pas que ça arrive justement durant les compétitions. On avait une question d'Alain Richard. Alain, jambes fatiguées. Alain, c'est une personne qui fait du porte-à-porte parce qu'il est postier. Il travaille pour le Poste Canada et il fait beaucoup, beaucoup de millage en marchant. Et en plus de ça, il s'entraîne. Fait qu'il dit janvier, j'ai travaillé vraiment fort, j'ai mal aux jambes. Là, c'est la question de savoir, qu'est-ce que je fais? J'ai mal aux jambes. C'est quoi le repos que je devrais prendre? Comment je me repose? Combien de temps? Et tout ça. Fait qu'on on va l'aider avec cette question-là. Vas-y, Pat. Le mal de jambe, c'est, comme tu dis, c'est dans le off-season. C'est pas lors d'un événement. Ou c'est-tu lors d'un événement ou c'est Non, plus? c'est vraiment, il s'entraîne. Là, on est dans le programme d'entraînement et puis il s'entraîne très fort, puis il a mal aux jambes. Bien, moi, à sa place, je mettrais des bas de compression. Je mettrais des bas de compression. Le soir, moi, qu'est-ce que je fais? Je fais au moins 15-20 minutes les jambes dans les airs. Je m'accote un mur au-dessus du divan puis je me mets les pieds dans les airs. Ça m'aide beaucoup pour flusher mes jambes, circuler mes jambes. Là. Oui, ça aide à la circulation sanguine. Les gens, ils pensent que hey, si mes jambes sont en haut, mais mon sang va avoir de la misère à monter à mes pieds. Bien, c'est pas vraiment vrai.
le cœur pompe. OK? Fait qu'il il lance mettons, on va dire qu'il est en train de lancer le sang vers les extrémités. Ça, c'est facile. Mhm. Mais si tu es toujours debout, bien, le sang, il y a beaucoup plus de misère, beaucoup plus de difficulté à monter au cœur. Fait qu'en en montant les jambes, le sang circule bien. Ça fait un. Il y a toujours un mot là-dessus. Je ne me rappelle pas. Quoi d'autre qu'il peut faire? Euh, c'est sûr que s'il fait du vélo, il peut peut-être faire un réchauffement plus easy, un spin plus easy que le réchauffement qui est marqué dans le training. Tu sais, un 10-15 minutes de flusher les jambes vraiment easy, là, comme pas vraiment de wattage. Puis je pense que c'est tout le temps normal en début de saison d'avoir les jambes lourdes, les jambes pesantes, mais à un moment donné, ça va keep it up, ça va passer. Ton corps, il va s'habituer, puis ça va mieux passer. Mais avec ces petits trucs-là, ça va être. Fait que il y a une couple de signes qu'il faut vérifier. Premièrement, si vos battements de cœur sont très élevés le matin. Fait que, mettons, vos battements de cœur d'habitude sont à 48, à 60, peu importe. Puis le matin, en se levant, sont plus hauts que d'habitude. Ça, c'est un signe de surentraînement. Fait que si en plus, tu as les jambes fatiguées, tu as les pulsations élevées, ça se peut que tu as besoin de repos, soit, comme tu as dit, actif ou passif. Ça, c'est un signe. L'autre affaire, c'est tous les entraînements de récupération. Si on fait une semaine de récupération, on est en train de le faire, puis on n'arrive pas à récupérer. C'est supposé être justement pour une espèce de récupération active. Là, on arrive à la semaine où on est supposé de reprendre notre build-up d'entraînement, puis on n'arrive pas à monter la pente. C'est vraiment important à ce moment-là de commencer à prendre des journées off. Moi, je commence toujours avec un 48 heures. Si je suis rendu au point où je suis vraiment, mes jambes ne récupèrent plus, la douleur est toujours là, je suis fatigué, mes pulsations sont hauts le matin, prendre un 48 heures off tout de suite. Puis off, là, ça veut dire off. Tu peux t'étirer un peu, mais c'est off. Là. C'est complètement, tu t'en vas pas, mais je vais aller juste faire du ski de fond relax, je vais aller faire du patin, Non. Tu t'arrêtes complètement de faire du sport. Parce que probablement que tu as une fatigue élevée. Les très bons athlètes, qu'est-ce qu'ils font? Aussitôt qu'ils ont mal, aussitôt qu'ils ont une fatigue, même si dans le plan d'entraînement, ça dit OK, un autre entraînement difficile, souvent, ils vont prendre un petit break. Ils vont dire je vais prendre un 24 heures. Je vais mettre un X sur mon plan d'entraînement. Je vais repartir après. Des fois, ça aide. Puis il faut le faire quand même assez souvent. Nous, la raison on a toffé aussi longtemps dans ce sport-là, c'est qu'on était capable, justement, quand on a besoin de se reposer, mais on se repose. Bien important. Ne pas négliger de prendre des protéines immédiatement après l'entraînement pour rétablir. Oui, ça, c'est Manon qui nous envoie ça, justement. Manon, notre nutritionniste, elle a un titre. Manon, si tu envoies notre titre, là, ce n'est pas de nutritionniste, mais c'est quelque chose d'autre. Mais justement, c'est qu'est-ce que les femmes négligent le plus après les entraînements, c'est les protéines. Ils ont tendance à éviter les protéines parce qu'ils se disent protéines égale poids égale beaucoup de calories. C'est très important. Diététiste, nutritionniste. Merci, Manon. Donc, c'est très important de récupérer. Les hommes, on a beaucoup moins de difficultés avec ça. Tu sais, on aime ça, prendre un lait au chocolat après, ou prendre on aime la viande rouge peut-être, ou on prend du poisson, ou on prend des protéines. On n'a pas de problème avec ça. Les femmes ont tendance à éviter ça. Il y a un très bon livre qui s'appelle Roar, écrit par, je ne me rappelle plus quoi, mais Roar, c'est R-O-A-R. Je ne pense pas qu'il y ait une version française, mais c'est ciblé pour les femmes, justement. Stacy T. Sims, mon Dieu. Écoute, Manon, j'ai bien hâte que tu... Fait que Stacy T. Sims, allez voir ça. C'est vraiment un livre... moi, je recommande ce livre-là à chaque femme qui fait du sport, soit d'endurance ou de sport d'habileté, n'importe quel sport. Puis en plus, le plus qu'on vieillit, le plus que ces choses-là deviennent... Voilà. Mais ils peuvent écouter aussi le podcast numéro 22 de podcast Orange. Tu avais fait un podcast là-dessus avec Anne-Marie. Puis, Tu te rappelles le numéro? non. OK. Et on avait fait un podcast. Je vais essayer de le mettre justement dans notre lien en dessous. Je vais essayer de trouver ce podcast-là. On a parlé justement
Puis sur le podcast Tripod Orange, on a beaucoup, beaucoup de podcasts qu'on a fait sur la nutrition, mais on va en faire un aussi. Quand on néglige la nutrition, là, la masse musculaire, puis la santé, puis ton volume d'entraînement, il n'y a plus rien qui suit. Là. Exactement. On avait une dernière question. Y en a-tu d'autres qui ont des questions présentement? On voit nos participants. On a Manon Cormier, Nathalie, Paola. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez peut-être juste écrire des notes en bas. Oui, j'ai une question, puis je vais vous demander de vous démuter pour qu'on puisse le faire. Mais j'avais une dernière question aussi d'une athlète, une nouvelle athlète dans l'équipe qui est plus jeune. Puis elle aimerait vraiment améliorer sa vitesse. OK? Fait que là, elle qu'est-ce qu'elle dit? C'est que dans les entraînements d'intensité, elle a vraiment de la misère à décider c'est quoi, quel genre d'effort qu'il faut qu'elle mette pendant les entraînements. Fait qu'exemple, là, il y a un des entraînements qu'on avait, c'était des espèces de build-up de 12 minutes. Là. On avait ça la semaine passée. Build-up de 12 minutes. À toutes les 2 minutes, il fallait accélérer de plus en plus. Elle a vraiment eu la difficulté avec celui-là. Puis l'autre affaire, c'est que quand tu arrivais à les vitesses pures, les 1 minute, exemple très rapide, ou les 40 secondes, là, elle ne savait pas, il y en avait 6 à faire. Elle dit, je devrais-tu faire le premier au maximum ou tout ça? Fait que la règle d'or, premièrement, il faut toujours regarder l'ensemble de l'entraînement. Hein, n'est-ce pas, Pat? Il faut regarder l'ensemble de l'entraînement et dire, OK, là, j'ai 2 fois 12 minutes à faire en build-up. J'ai en plus 12 fois 1 minute de sprint à faire. J'ai un ensemble dans l'entraînement à faire. Puis il faut que tout le temps que tu dises, à la fin, j'aurais donné le meilleur effort possible par partie d'entraînement pour arriver à la fin où ce que j'ai donné l'intensité voulue. OK? Ça ne veut pas dire qu'à la fin, il faut être complètement, j'ai tout donné 100 Le but, c'est de respecter les intensités. Ça, c'est la première chose. L'autre affaire, c'est que ça vient par l'expérience. Fait que là, la première fois qu'on fait le 12 minutes, le fameux 12 minutes, je me rappelle la première fois qu'on l'a fait, j'étais en ligne sur Discord, puis je parlais avec les athlètes pendant qu'ils couraient. Puis je sais que dans ces 12 minutes-là, moi, j'ai toujours tendance, après un tiers de la partie, de commencer à accélérer un petit peu trop parce que je me sens vraiment bien. Puis là, à la fin, là, j'ai eu la misère parce que le progressif, elle ne s'est pas bien passé. Mais j'apprends vite. Fait que je dis, ben, je l'ai fait une fois, je ne me ferai pas avoir la deuxième fois. Ça, c'est une chose. L'autre affaire, c'est commencer à surveiller vos pulsations. Ça peut être un indicateur très intéressant. On commence à travailler avec les pulsations de plus en plus avec les athlètes, en plus avec le pace, surtout avec les athlètes adultes, parce que les athlètes adultes ont tendance à ne pas se connaître. Fait qu'exemple, tu es en train de courir, puis là, tu es à 140 de pulsation, puis tu es bien. Mais là, tu sais qu'à 140 de pulsation, tu peux courir pendant 1 heure. C'est important de savoir ça. Mais tu sais aussi qu'à 170, tu es à 2 minutes de casser. C'est important de savoir ça aussi. Moi, je dis ces affaires-là parce que c'est exactement moi, ça. 140, je suis bien pour longtemps. 170, il me reste 2-3 minutes, puis c'est fini. C'est drôle parce qu'il y a 20 ans, c'était pas ça du tout. C'était 160, j'étais bien, puis 200, je cassais. Fait que ça va avec l'âge aussi. Donc, ça, ce serait le premier conseil que je donnerais. Puis aussi, une nouveauté qu'on a faite cette année, c'est que j'ai commencé en auditif, pendant que le monde court, donner des explications pendant qu'il court. Je pense que l'avantage présentement d'être dans ce club-là, puis je pense qu'il y en a d'autres clubs qui pourraient le faire aussi, c'est justement qu'ils peuvent entendre certains conseils pendant l'entraînement. Ça, c'est bon parce que là, ça donne un. Parce que notre inconscient ou notre athlète mental, il veut aller plus vite. Il veut, tu sais. Puis il y en a qui sont tout le temps, ils finissent l'entraînement et ils disent, il me semble que j'aurais pu donner plus. Ça, c'est fâchant. Moi, c'est jamais ça. C'est jamais ça. C'est tout le temps à la fin, je fais, j'ai vraiment trop donné. Là. J'aurais dû pas m'écouter. J'aurais dû pas écouter la personne qui me poussait là, pour aller plus vite. Fait que, bon, est-ce que vous avez d'autres. Tu peux voir ta progression aussi. Plus que ça va aller, plus que ça va être facile, mettons, à 140. Tu vas aller plus vite. À 140, tu vas aller plus vite qu'au début de la saison, que tu vas voir ta progression.
Exactement. encourageant. Donc, l'expérience, essayez-erreur, n'ayez pas peur d'aller trop vite un entraînement, puis n'ayez pas peur d'aller vraiment trop lent un entraînement. Un des choses que le monde a le plus de misère à faire, c'est quand ils font une course, un 5 km, un 10 km, un 21 km, un contre-la-montre en vélo, un 1500 mètres de nage, c'est en mauvais français de gager leur effort. Mais ça ne vient pas en le faisant une fois. Ça vient vraiment par l'expérience. Je me rappelle, Patrick, tu avais fait 3 ou 4, 5 km chrono de suite. Ouais. Et à chaque 5 km, tu étais en train de progresser et faire des meilleurs temps. C'est pas parce que tout d'un coup, tu étais un meilleur athlète. C'est vraiment parce que tu apprenais à fur et à mesure que tu en faisais de le faire. Là, c'est pas un par 6 mois. Tu en avais fait quoi? 3 ou 4 en un mois, je pense. Oui, c'était un à chaque semaine. On était inscrit à des courses, là, des 5 km. Et, pas partir. À un moment donné, tu pars trop lent. À un moment donné, tu pars trop vite. Fait que tu t'apprends à partir trop vite. C'est facile de partir trop vite là, avec la foule, là, avec toute la gang. Là, oui, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Tu payes le prix à 3,5 kilos. Bon, bien, ça a été parfait. S'il n'y a pas d'autres monde qui ont des questions, merci. Tout le monde est parti. Parfait. Écoute, on va faire un petit montage sur YouTube. On va mettre ça justement public. Vous allez pouvoir le réécouter ou le regarder comme vous voulez. Donc, je vous remercie beaucoup. Merci à toi, Pat. On va se voir une prochaine fois. On va essayer de garder notre beat d'en faire un par semaine. Puis, des fois, Patrick va être là. Des fois, ça va être quelqu'un d'autre.